dit la chanson. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je me regarde dans le miroir et le visage de cet homme de 50 ans n'est pas celui d'un héros. C'est le visage d'un boulanger qui travaille depuis plus de 25 ans dans sa boulangerie et qui se lève à l'aube pour pétrir le pain qui nourrira ses clients. Je forme depuis 1 an et demi un jeune apprenti qui est arrivé de Guinée. Il travaille bien, il est sérieux et apprend vite. Hier, il a réussi à faire tout seul le pain le plus difficile à faire. Il était fier d'avoir réussi ce pain. Je l'ai félicité. Il n'est jamais arrivé en retard. Il arrive même en avance. Il est là à 3 h du matin. Il se lève vers 2h15 pour être à l'heure. Mon apprenti qui a traversé la Méditerranée pour venir jusqu'ici est un héros. Il a failli mourir 1000 fois en mer sur un bateau de fortune, entassé là-dedans avec 50 personnes, alors que le bateau ne peut en transporter qu'une dizaine. Mais ça, il n'en parle pas. Il se tait là-dessus. Il ne déballe pas sa souffrance. Je cherchais un apprenti et je n'en trouvais pas. Les jeunes Français ne veulent plus faire ce métier. Se lever vers 2 h du matin, commencer le boulot à 3 h, faire une pause et revenir en fin d'après-midi jusqu'à 21 h. Qui veut des horaires pareils? J'ai besoin de lui autant qu'il a besoin de moi. Je ne sauve personne. Non, je ne suis pas un héros. Je sauve ma boulangerie, c'est tout. Si je n'ai pas d'apprenti, si je n'ai personne à embaucher, tout seul je ne pourrai pas continuer. Je fermerai. Plus de boulangerie, plus de pain, plus rien. Les gens pensent que je suis un héros parce que j'ai fait une grève de la faim qui a duré 10 jours. Cette grève, je l'ai faite parce qu'on voulait me retirer mon apprenti. Ça fait 1 an et demi que je le forme. Et puis un beau jour, on me dit qu'il a reçu un OQTF. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Obligation. Quitter. Territoire. Français. Il vient d'avoir 18 ans, sa prise en charge s'arrête. Il n'a plus le statut de mineur non accompagné. Mon apprenti avait 30 jours pour quitter la France. Une lettre et tout s'arrête. Il a continué à venir à 3 h du matin les jours qui ont suivi. Il a continué à pétrir, cuire le pain, répéter les gestes que je lui avais appris. Mais dans ses yeux noirs, je ne voyais plus la flamme des premiers jours. Elle vacillait, prête à s'éteindre. Tout ça pour ça. Il ne prend la place de personne. OQTF. Je n'arrête pas de répéter cette phrase dans ma tête. Il ne prend la place de personne. OQTF. Personne ne veut plus faire ce métier. OQTF. J'ai besoin de lui. OQTF. Il a besoin de moi. OQTF. Pourquoi il doit partir? OQTF. C'est absurde. Mon apprenti continue de travailler, mais il a perdu l'appétit. Lui a perdu l'appétit, et moi, je fais une grève de la faim. Voilà, plus personne ne mange ici, mais on continue de fournir le pain quotidien et nourrir les clients. Il est inquiet pour moi. Il sait que j'ai des problèmes de santé. Le 6e jour, je fais un malaise. Le médecin arrive. Buvez beaucoup d'eau, buvez. Ne vous déshydratez pas. Je vous soutiens dans votre combat. Bravo, vous êtes un héros. Non, je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Les héros ne sont jamais ce que l'on croit. Je suis un simple boulanger qui a fait une grève de la faim pour sauver sa boulangerie. 10 jours de grève. 80 lettres de remerciement. 350 interviews données. 240 000 signatures recueillies dans une pétition. Et une carte de séjour.
d'après l'histoire vraie de Stéphane Ravaclé et Leïl Fodé-Traoré, le boulanger et son apprenti de Mariam Machidi. Je souffre depuis 17 jours d'une douleur sourde à la place du cœur. Je consulte un docteur. Il me demande si la douleur irradie vers l'épaule et le long du bras gauche. Non, elle est plantée là, dans ma poitrine. On dirait qu'elle creuse un trou qui s'ouvre et qui se ferme. Le docteur est désorienté. Je lui explique que je ne peux pas m'empêcher d'entrevoir une correspondance non décelable au stéthoscope entre ma douleur dans la poitrine et l'arrivée de la nouvelle secrétaire. Je lui dis, voilà, j'étais seule dans mon bureau depuis 32 ans et depuis 17 jours, je dois le partager avec ma nouvelle secrétaire. Le docteur dit, je ne suis pas impressionnable, docteur, ni prompte à m'émouvoir. Mais dès que j'ai vu son visage, une étrange appréhension a étreint ma poitrine. Respirez profondément. Je revois la scène comme si je l'avais sous les yeux, dis-je. Je suis assise à mon bureau. Monsieur Meyer ouvre la porte et me susurre de sa voix de chanteur de charme. Voilà notre nouvelle secrétaire, Madame Barrette, qui va vous seconder dans votre travail. Alors, je la vois avancer lentement dans la pièce, docteur. Je la vois avancer et prendre une place énorme dans mon petit bureau. Je me sens devenir minuscule, docteur. Monsieur Meyer ferme la porte et nous restons seuls face à face dans l'arène. Bien que j'éprouve une indicible aversion pour toute sa personne, mon sens du devoir et de la rectitude reprend le dessus. Et comme M. Meyer me l'a demandé de sa voix caressante, je lui trace un bref historique de l'agence. Meyer, c'est pas un nom juif, me lance-t-elle brusquement. Mon cœur se fige, docteur. Monsieur Meyer, un juif? Je m'efforce au calme. Et lorsque mon trouble est apaisé, je lui explique, comme si de rien n'était, que Monsieur Meyer est d'origine alsacienne, un entrepreneur chevronné, un chef à l'ancienne mode, qui ne tremble pas devant le délégué de la section FO. Il n'essaie pas de s'en faire un copain en discutant football avec lui. Monsieur Meyer s'adresse à tous ses employés avec une onction extrême, dis-je. Il m'appelle Suzanne. Ne trouvez-vous pas qu'il est le portrait craché de Sacha Distel? On ne me sortira pas de l'idée que Meyer est un nom juif, marmonne-t-elle. C'est à cet instant précis, docteur, que je ressens pour la première fois des mouvements étranges me comprimer le cœur et une douleur sourde à chaque battement. Voulez-vous relever votre manche? Le docteur dispose le tensiomètre autour de mon bras. 15-10, le chiffre est un peu élevé. Moins de beurre et moins de chocolat. De Lydie Salver, La vie commune. Capitalisme. C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui est en vacances en Inde. Sur la grève, il voit un pêcheur qui revient avec un poisson. Il admire sa prise et lui dit « C'est le bonheur. Tu retournes en chercher. Je vais avec toi. Il faut que tu m'expliques comment tu pêches. » Retourner en chercher, mais pourquoi faire? Mais parce que tu en auras plus. Pourquoi faire? Eh bien, parce que quand tu en auras plus, tu le revendras. Mais pourquoi faire? Mais parce que quand tu l'auras vendu, tu auras de l'argent. Mais pourquoi faire?
pourras t'acheter un petit bateau. Pourquoi faire? Eh bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus de poissons. Pourquoi faire? Eh bien, tu pourras prendre des ouvriers. Pourquoi faire? Ils travailleront pour toi. Mais pourquoi faire? Tu deviendras riche. Pourquoi faire? Tu pourras te reposer. Et c'est ce que je vais faire. Et tout de suite. Homme d'affaires dans les 4 vérités de l'abbé Pierre. Tiré de L'Open Space m'a tué d'Alexandre Desisnard et Thomas Hubert. La comédie humaine a toujours existé au sein de l'entreprise. Vous y trouverez les affairés et ceux qui font semblant de l'être, ceux qui parlent de leur prouesse et ceux qui pensent que leur travail va être reconnu de lui-même. Il y aura toujours des flatteurs qui veulent attirer l'attention des dirigeants et les frondeurs qui méprisent l'autorité. Mais la comédie humaine a de nouveaux codes et la première des choses à apprendre quand vous arrivez dans l'open space, c'est d'avoir toujours l'air débordé. Le jeune cadre qui veut se donner de l'importance effectue des allers-retours dans l'open space en parlant tout fort, le portable collé à l'oreille. Il s'assoit négligemment près de votre bureau et ne vous prête aucune attention. Mufle? Non, car il a compris, ou c'est inné, qu'un jeune cadre n'a jamais le temps de se poser. Son leitmotiv, je suis foule, je suis charrette. Ayez toujours l'air pressé, courez dans les couloirs, avec un dossier sous le bras, de préférence, même si vous allez aux chiottes. Réapprenez au plus vite tout ce que votre mère vous a défendu pendant toute votre enfance. Claquez les portes, raccrochez violemment le téléphone quand il est nécessaire de paraître avoir l'air en colère. Et si vous recevez un appel perso, répondez « Je te rappelle plus tard parce que là, c'est chaud ». À votre retour de vacances, participez au concours de celui qui a reçu le plus d'emails en vous exclamant d'un air faussement ennuyé « Putain, 350 emails !» et passez votre journée à effacer les newsletters et les messages perso. En fin de journée, balancez à l'open space un « J'ai l'impression qu'il va encore falloir que je vienne aux aurores ». Si vous êtes resté tard, n'oubliez pas d'envoyer un email pour info à votre supérieur hiérarchique qui aura bien sûr été daté du 28 septembre à 23h12. En fin de semaine, partez avec votre ordinateur, même si c'est pour regarder des films dans le train. Font avec le revenu, teint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser, deux parts d'amphi, dont il soulève passer l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. C'était l'épitaphe de Jean de La Fontaine. Qui avaient préparé leur palette, agenouillée sur le sol plastifié, après quoi elle avait assigné à chacun une parcelle du décor et montré quel rendu obtenir, de sorte que vers minuit, chacun était à son poste et peignait en silence, concentré. L'atmosphère du plateau était aussi tendue qu'un trampoline, ferlée, irréelle, les visages mouvants, éclairés par des chandelles.
On entendait seulement le frottement des pinceaux sur le panneau de bois, les chuintements des semelles sur la bâche, les souffles de toutes sortes, y compris celui d'un chien torpide roulé en boule au milieu du bordel. Une exclamation. « Putain, regarde! Regarde-moi comme c'est beau !» Le studio bruissait, empli de pures présences humaines, et jusqu'à l'aube, la tension demeura palpable. Poulain travailla sans fatigue. Plus la nuit avançait, plus ses gestes étaient déliés, plus ils étaient libres, plus ils étaient sûrs. Et puis, vers 6 heures du matin, les électriciens firent leur entrée, solennelle, apportant des groupes électrogènes. Quelqu'un cria « Fiat Lux !» et tout se ralluma. Des spots puissants projetèrent une lumière très blanche sur le plateau. Et le grand salon d'Anna Karénine apparut. Dans la lumière argentée d'un matin d'hiver. Il était là, il existait. Les hautes fenêtres étaient couvertes de givre et la rue enneigée, mais à l'intérieur, il faisait chaud, on était bien. Une flambée majestueuse crépitait dans l'âtre et l'odeur du café flottait dans la pièce. D'ailleurs, les producteurs étaient de retour, douchés, rasés, tout sourire. La pression chutait. Mais la fièvre, elle, ne passait pas. Chacun regardait autour de lui en clignant des yeux, ébloui par les milliards de photons qui formaient maintenant la texture de l'air, étonné de ce qu'il avait accompli. Un peu sonné quand même. Paula, d'instinct, se tourna vers les raccords délicats, anxieuse du résultat. Mais non, c'était bon. Les couleurs étaient bonnes. Alors, il y eut des cris, des claques paume contre paume, des étreintes et quelques larmes de fatigue. Le monde au dehors se réactivait, mais quelque part, sur cette planète, dans l'un des grands studios de Moss Film, on attendait Anna à présent. Anna, les yeux noirs. Anna, folle amoureuse. Oui, tout près. Le cinéma pouvait venir maintenant. Et avec lui, la vie. F comme fainéant. Mesdames, messieurs, l'auréole de Saint-Fainéant plane au-dessus de nos têtes. Gloire donc à Saint-Fainéant. Et gloire à tous les feignants de la Napoule, présents et à venir. Ouais, vive la Napoule. Voyez-vous, on dit beaucoup de mal des feignants. L'Église a fait de la paresse un péché capital et votre curé vitupère du haut de sa chair contre la fainéantise. À l'école, notre curé laïque en fait le sujet de ses prônes matinaux et jusqu'à la sagesse des nations qui prétend que la paresse est la mère de tous les vices. Et la suprême injure est de crier « Va donc, feignant !» Eh bien, mesdames et messieurs, n'est pas feignant qui veut. La fainéantise, mais c'est tout un art. Et tous ceux qui crient contre la fainéantise ne sont au fond que des esprits paresseux qui n'ont pas voulu se donner la peine d'aller au fond des choses. La fainéantise, mais c'est la base de tous les progrès du genre humain.
s'il n'y avait pas eu des feignants dans le genre de notre ami Chichois, C'est bien fatigant de marcher. est-ce qu'on aurait pensé à inventer des taxis? S'il n'y avait pas eu des feignants dans le genre de notre svelte Simon. Ah, c'est bien fatigant de ramer d'un air de Brest. Et voilà, est-ce qu'on aurait pensé à inventer des bateaux à moteur? Et s'il n'y avait pas eu des feignants dans le genre de nos braves cultivateurs du Capitouille? La terre est très basse. Et voilà, est-ce qu'on aurait pensé à inventer Des vélos. J'ai le matin. Des luminaires. des tracteurs? Ouais. S'il n'y avait pas eu des feignantes comme vous, madame, C'est bien pénible de laver son linge. eh bien, on n'aurait pas inventé les belles machines à laver. Et s'il n'y avait pas eu des feignants dans mon genre, qui trouvent que c'est bien fatigant de crier fort, est-ce qu'on aurait pensé à inventer la petite boîte que je devrais avoir devant mon nez? Et non. Les feignants! Mais c'est à eux que nous devons tout ce qui fait la joie de vivre! Bravo. Et sans la fainéantise, mais c'est tout le culte du beau qui nous échappe. Sans paresse, pas de loisirs. Et non. Et sans loisirs, pas de fête. C'est dommage. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de peinture ni de musique. Et pas de ville de repos et de luxe comme la Napoule. Ouais, vive la poule! Et comme Cannes, pas de Côte d'Azur. Rendez-vous de tous ceux qui veulent feignanter. Pas de fleurs. Car pensez-vous que ceux qui l'œil sur la montre s'ingénient à ne pas perdre un instant songeront à acheter à leur belle un brin de notre mimosa? Gloire donc à Saint Fainéant! C'était éloge de la Saint-Fainéant, discours de Jean Aulas, adjoint au maire de la Napoule à la Ouais, Saint-Fainéant vive la Napoule! en 1949. Allez, allez! G comme geste. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides, tout brûlés par le soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée. Et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Savez-vous ce que c'est, faner? Il faut que je vous l'explique. Faner est la plus jolie chose du monde. C'est retourner du foin en batifolant dans une prairie. Dès qu'on en sait tant, on s'est fané. Le
texte que je vous ai lu était écrit par La Bruyère en 1688 et à peu près à la même époque. Oui, 10 ans auparavant, juillet 1671, Madame de Sévigné. Fallait. Lettre à Monsieur de Collonges. H comme hiérarchie. Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omoshi, qui était le supérieur de Monsieur Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, qui était aux ordres de Monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. Le 8 juillet 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble Yumimoto. Fubuki m'accueillit avec un visage d'une sérénité olympienne. Elle m'annonça d'une voix posée « J'ai une affectation pour vous. Suivez-moi. » Je la suivis hors de la salle. Déjà, je n'étais pas rassurée. Mon affectation se passait donc pas au sein de la section comptabilité. Qu'est-ce que cela pouvait être? Et où me conduisait-elle? Mon appréhension se précisa quand je constatai que nous prenions la direction des toilettes. Mais non, pensais-je, nous allions certainement tourner à droite ou à gauche à la dernière seconde pour nous rendre dans un autre bureau. Nous ne virâmes ni à bâbord, ni à tribord. Elle m'entraîna bel et bien aux toilettes. Le visage assuré, elle me montra très professionnelle les gestes qui seraient désormais les miens. Il s'agissait de remplacer le rouleau de tissu sec et propre quand celui-ci serait entièrement terminé et aurait servi à essuyer des mains. Le clou fut atteint quand la belle créature empoigna délicatement la brosse à chiottes pour m'expliquer avec beaucoup de sérieux quel en était le mode d'emploi. Supposait-elle que je l'ignorais? Récapitulons. Petite, je voulais devenir Dieu. Très vite, je compris que c'était trop demandé et je mis un peu d'eau bénite dans mon vin de messe. Je serai Jésus. J'eus rapidement conscience de mon excès d'ambition et accepté de faire martyr quand je serai grande. Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. À la ligne de Joseph Pontus. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins pour préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit.
Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner sur le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme on dit. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Alors je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. L'intérim m'a appelé à 16h30 le lundi pour une embauche le soir même à 20h. On s'en fout de qui je suis. 2 bras. Et puis basta. Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. Ce n'est pas grave. L'usine est immense, monstrueuse. Un chef me dit, atelier découpe porc. Je le suis. La porte s'ouvre et du sang partout. Le premier truc, le sang. Mes yeux cherchent à comprendre l'agencement de l'atelier et de ses espaces. Et puis, des lambeaux de cochon, partout. Et pas que des lambeaux, des groins, des travers, des pieds et du gras de cochon, si caractéristique. Et je me dis, tu croyais quoi, mon bonhomme? On t'avait bien dit que tu allais devoir nettoyer un abattoir. Le chef me file un tuyau, me montre un bout de ligne de production et me dit, ça c'est ta zone. Dans 2 heures pour qu'un gars passe la mousse. J'actionne le tuyau. Cet engin est un cauchemar. Je m'applique, tente d'aller aussi vite et aussi bien que je peux. Le chef repasse. Évidemment que je fais de la merde. Je bouffe du sang au sens propre. Et le sang dans ma bouche, ce sang de cochon. Projection et contre-coup du géo de pression. À la pause, au vestiaire, miroir bien placé et usé. Chacun se regarde et se nettoie en silence. Des collègues nettoyeurs racontent qu'à l'endroit où ils bossent, les ouvriers de la journée n'ont même pas enlevé leur merde. Je comprends au fil de la discussion qu'ils nettoient l'endroit où les animaux attendent avant d'être tués. Et que la merde est à entendre au sens propre. Je m'estime heureux avec mon sang de porc. Catherine Niquez Elisabeth Leroux de Sasto-la-Guerrière, pour 54 ans de service dans la même ferme, une médaille d'argent du prix de 25 francs. Où est-elle, Catherine Leroux? Répéta le conseiller. Ne se présentait pas. Et on entendait des voix qui chuchotaient « Vas-y !»« Non !»« À gauche !»« N'aie pas peur !»« Ah, quelle est bête !»« Enfin, y est-elle » s'écria-tu vache. « Oui, la voilà. Mais qu'elle approche donc !» Alors, on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme au maintien craintif et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois et le long des hanches un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme de raidette flétrie. Et des manches de sa camisole rouge dépassaient 2 longues mains à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suin des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales, quoiqu'elles fussent rincées d'eau claire.
et à force d'avoir servi, elle restait entr'ouverte, comme pour présenter d'elle l'humble témoignage de tant de souffrances subies. Quelque chose d'une rigidité monacale, relevait l'expression de sa figure. Rien de triste ou d'attendri n'amollissait ce regard pâle. Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. C'était la première fois qu'elle se voyait au milieu d'une compagnie si nombreuse, et intérieurement effarouchée par les drapeaux, par les tambours, par les messieurs en habit noir et par la croix d'honneur du conseiller, elle demeurait tout immobile, ne sachant s'il fallait s'avancer ou s'enfuir, ni pourquoi la foule la poussait et pourquoi les examinateurs lui souriaient. Ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude. Christophe Flaubert, Madame Bovary. Motivation. Lettre de non-motivation de Julien Prévieux. Acteur majeur sur le marché du second œuvre bâtiment. Recrute pour son établissement de Vitry-sur-Seine 94. Un coupeur de verre, homme ou femme. La formation au poste de travail sera assurée par l'entreprise. Une première expérience significative en industrie est nécessaire. Rigoureux, organisé. Vous êtes volontaire. Vous avez le respect de la hiérarchie et le sens du travail en équipe. Adressez candidature. CV, plus photo, plus lettre de motivation à Pilkington, France. Madame, je vous écris suite à votre annonce parue dans le Parisien Emploi. J'ai déjà vu des métiers dont la désuétude frôlait l'indécence. Mais là, vous dépassez les bornes. Vous cherchez un coupeur de verre. On a changé d'époque, madame. Vous devez absolument vous moderniser et proposer des métiers qui correspondent à notre temps. Le XXIe siècle est largement entamé. Apprenez que les taillandiers, les poinçonneurs, les troubadours, les schlitters, les drapiers, les cochers, les bourreliers, les crieurs publics et autres montreurs d'ours ont disparu. Aujourd'hui, nous sommes en plein boom des télécoms et de l'informatique. Sans être novateur, proposez au moins des postes d'ingénieur réseau. Nous avons besoin de nouveaux managers, d'experts en veille stratégique, de consultants, de truqueurs d'image, de DRH, d'ingénieurs biotech. Notre société est post-industrielle. Le sciage peut attendre. Pas les produits financiers, ni les loisirs, ni les semi-conducteurs. Vous êtes un frein à l'innovation. Aussi, je me vois dans l'obligation de refuser le métier rétrograde que propose votre entreprise. En l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingués. Vitry-sur-Seine, le 13 août 2007. Référence, votre courrier du 10-8-2007.
Messieurs, si votre lettre de non-candidature ne manque pas d'humour, j'ai toutefois peu apprécié que vous puissiez vous permettre de tourner en dérision un des métiers les plus reconnus de notre profession. Permettez-moi à mon tour de vous faire remarquer que le verre qui vous entoure a été façonné puis posé par des hommes après avoir été produit au cours d'un process de haute technologie. À vous lire, permettez-moi également de vous inviter à cultiver l'humilité. Mais gardez votre sens de l'humour. Les savoir-faire professionnels les plus nobles s'accommodent mal de titres ronflants, souvent aussi creux qu'éphémères. Puisque le secteur de notre industrie n'est manifestement pas pour vous séduire, je vous souhaite tout simplement de trouver un métier qui vous corresponde. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, la directrice des ressources humaines. O comme ouvrier. Simone Veil, La condition ouvrière. Lettre à Albertine. Pour moi personnellement, voilà ce que ça a voulu dire travailler en usine. Ça a voulu dire que toutes les raisons extérieures, je les avais crues intérieures auparavant, sur lesquelles s'appuyait pour moi le sentiment de ma dignité, le respect de moi-même, ont été en 2 ou 3 semaines radicalement brisées sous le coup d'une contrainte brutale et quotidienne. Et ne crois pas qu'il en soit résulté en moi des mouvements de révolte. Non. Mais au contraire, la chose au monde que j'attendais le moins de moi-même, la docilité. Une docilité de bête de somme résignée. Il me semblait que j'étais née pour attendre, pour recevoir, pour exécuter des ordres, que je n'avais jamais fait que ça, que je ne ferai jamais que ça. Je ne suis pas fière d'avouer ça. C'est le genre de souffrance dont aucun ouvrier ne parle. Ça fait trop mal, même d'y penser. Il y a 2 facteurs dans cet esclavage, la vitesse et les ordres. La vitesse, pour y arriver, il faut répéter mouvement après mouvement, à une cadence qui étant plus rapide que la pensée, interdit de laisser cours non seulement à la réflexion, mais même à la rêverie. Il faut, en se mettant devant sa machine, tuer son âme pour 8 heures par jour, sa pensée, ses sentiments, tout. Est-on triste ou dégoûté? Il faut ravaler, refouler tout au fond de soi. Irritation, tristesse ou dégoût, il ralentirait la cadence. Et la joie, de même. Les ordres, depuis qu'on pointe en entrant jusqu'à ce qu'on pointe en sortant, on peut à chaque moment recevoir n'importe quel ordre. Et toujours, il faut se taire et obéir.
L'ordre peut être pénible ou dangereux à exécuter, ou même inexécutable. Ou bien deux chefs donner des ordres contradictoires, ça ne fait rien. Se taire et plier. Adresser la parole à un chef, même pour une chose indispensable, c'est toujours, même si c'est un brave type, même les braves types ont des moments d'humeur, s'exposer à se faire rabrouer. Et quand ça arrive, il faut encore se taire. Quant à ses propres accès d'énervement et de mauvaise humeur, il faut les ravaler. Ils ne peuvent se traduire ni en paroles ni en gestes, car les gestes sont à chaque instant déterminés par le travail. Cette situation fait que la pensée se recroqueville, se rétracte, comme la chair se rétracte devant un bistouri. On ne peut pas être conscient. Tout ça, c'est pour le travail non qualifié, bien entendu, surtout celui des femmes. Et à travers tout ça, un sourire, une parole de bonté, un instant de contact humain ont plus de valeur que les amitiés les plus dévouées parmi les privilégiés, grands ou petits. Là seulement, on sait ce que c'est que la fraternité humaine. Mais il y en a peu, très peu. Le plus souvent, les rapports, même entre camarades, reflètent la dureté qui domine tout là-dedans. Bon, allons, assez bavardé. J'écrirai des volumes sur tout ça. Et comme patron. Devant la porte de l'usine, le travailleur, soudain, s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron? Jacques Prévert, Le temps perdu. R comme repos. On croit que c'est facile de ne rien faire du tout. Au fond, c'est difficile. C'est difficile comme tout. C'est tout un travail. Il faut passer le temps. Il faut passer le temps, c'est un travail de titan. Du matin au soir, je ne faisais rien. 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 Je ne faisais rien, j'avais les moyens. J'aurais pu tout avoir. Ah, quelle histoire! Ce que j'aurais voulu, si je l'avais voulu, je l'aurais eu. Mais je n'avais envie de rien, rien. Un jour pourtant, je vis un chien. Ce chien qui me plut, je l'eus. C'était un grand chien, un chien de berger. Mais la pauvre bête, comme elle s'ennuyait de son maître, un vieil Écossais. J'ai acheté son maître, j'avais les moyens. Ah, quel drôle d'Écossais c'était que le berger de mon chien. Toute la journée il pleurait, toute la nuit il sanglotait. Ah, c'était tout à fait insensé. L'Écossais dépérissait. Il ne voulait rien entendre. Il parlait même de se pendre. J'aime mieux mes moutons, disait-il en écossais. Et le chien aboyait en l'entendant chanter. J'avais les moyens, j'achetais les moutons et je les mis dans mon salon. Et ils broutèrent mes tapis. Alors, ils crevèrent d'ennui. Et dans la tombe, l'Écossais les suivit. Et le chien aussi. C'est alors que je partis en croisière pour me calmer mes petits nerfs. Allez, c'est dimanche,
poème de Jacques Prévert. S. Comme C'est dit gars. comme vous voulez. Raté, mais servitude. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre réduit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des moules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour qu'ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Oh, servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon, un bossu, de Voltaire, un crétin. Travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on demande, où va-t-il? Que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail, haï des mères, soit maudit. Maudit comme le vice où l'on s'abattardit. Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Mélancolia, Victor Hugo. U comme usine. Je m'appelle Louis-Georges Edmond Catella. Je travaille à l'usine toute la semaine. C'est dur, mais ça me plaît. Je suis quelqu'un qui avant tout travaille, a toujours travaillé. C'est ma vie, la reconnaissance et la sécurité. Tout le monde dit que mon travail est l'usine. Où il est, Louis? Il est à l'usine. Attends 2 minutes, il va revenir de l'usine. Moi, ton fils, je ne suis pas ouvrier. Je
ne suis pas ouvrier et je t'emmerde. Il faut être libre pour prononcer cette phrase, être sûr qu'on peut la dire sans blesser personne. Que le père en face, entendant cette saloperie, sourit et comprenne au-delà des mots. Je ne suis pas ouvrier, tu dois être fier. J'ai rompu la malédiction. L'ascension sociale a fonctionné à plein pour moi. Je n'ai jamais mis les pieds dans une usine. Je n'en connais pas l'odeur, la chaleur. L'usine a cessé son activité industrielle. Elle est devenue un lieu culturel, chargé d'histoire, en guillemets. Mais quelle histoire! Quel spectateur se rendant à la fabrique ou à l'usine, à la friche, à la manufacture, à la cartoucherie ou à la maison des métallos, connaît l'histoire du lieu. Pense à l'histoire du lieu, aux ouvriers qui l'ont peuplé, qui ont gueulé, soufflé, chialé comme des enfants. Quel spectateur connaît les drames, les petits accidents et les grands, la mort ouvrière? Non. Non, les usines ne sont pas des lieux culturels. Racontez après le silence ce qui s'est passé pour que les jeunes sachent, pour que jamais on oublie. On y verrait des vidéos pédagogiques sur l'acier infusion, les opérations de levage d'un moule et les accidents du travail, les crochets qui cèdent, les moules qui s'effondrent, les perles qui crèvent. La dernière salle de l'usine serait consacrée aux archives. Photos de moules, photos d'ouvriers, tracts syndicaux, photos de mobilisation, d'occupation d'usine, photos de toi. Articles de journaux, photos de victimes, photos de sang, photos de toi. Et à la sortie ou à l'entrée, je ne sais pas ce qui est mieux pour le visiteur, la liste des ouvriers gravée en lettres d'or sur les murs de l'usine. La spécialité de chacun. Pontonnier, Fondeur, débourreur sableur, Soudeur, pareur, mouleur, découpeur. noyauteur, L'âge à leur entrée, à leur sortie de l'usine. Le cas échéant, l'âge de leur mort à l'usine. On y lirait Louis Catella, entré à 16 ans, décédé à 43 ans le 16 juillet 1974. Après le silence, Didier Castillon. Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, Portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées. plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. on dirait la nuit de vieux châteaux forts, rongés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. J'ai passé ma vie là, dans la nuit noire, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là. Les soleils très rares, comme une tranchée rouge, saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre. Battu par les vagues, Rongé par la mer, Tombé sur le flanc, giflé des marées. Vaincu par l'argent. Les monstres